Salut et bienvenue pour cette nouvelle mise au point, la dernière de 2021 si tout va bien, où on va revenir un petit peu sur les films que j'ai traités en Disney Film. Il n'y en avait pas eu des masses et pas grand chose en fait. Ce qui va me permettre de m'étendre sur deux thèmes globaux qui m'ont un petit peu inspiré pour ce double mois. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler que nous sommes sur la dernière ligne droite de la période régulière de sortie Disneyfield qu'on a eu jusqu'à présent. Hein, j'ai ralenti de plus en plus le rythme et là ça va être un autre cran de ralentissement pour 2022 pour des raisons que j'ai déjà signalées avant. Je suis sûr de dire, de toute façon je ferai un topo plus détaillé de la nouvelle organisation de la chose pour janvier 2022. En tout cas voilà, que vous soyez bien conscient de ça. Bref, pour revenir un petit peu sur ce qui a été traité en Disneyfield, déjà les jeux Chicken Little et Volt Star malgré lui, ça n'a pas connu un succès ouf, j'ai pas eu énormément de critiques, de détails dans les commentaires là-dessus. C'est un peu le cas où tu essayes d'être drôle pour parler de certains sujets, de certains jeux vidéo, et où tu sais que les jeux vidéo n'ont pas marché, donc tu essayes de trouver des accroches. Je suis relativement content que ce que j'ai réussi à trouver, surtout par rapport à Chicken Little, mais ouais, ça n'a pas su attirer énormément de monde. Je sais que les gens attendent plus que je fasse des trucs plus populaires, mais il n'y a pas des masses de trucs ultra populaires en termes de jeux vidéo Disney, à part les Kingdom Hearts et quelques jeux comme ça. Et c'est pas des trucs qui vous inspireront automatiquement. Mais bon, je vais voir pour la prochaine fois, peut-être que quelque chose parlera mieux. En tout cas, juste pour dire, le jeu Chicken Little, c'est-à-dire pas tiré du film dans le film, mais tiré du film précis, existe. Et de ce que j'ai entendu, il était assez nul. Je ne l'ai pas vu en détail celui-là, mais apparemment il a l'air assez nul. Peut-être une autre fois, c'est clairement pas prévu dans l'immédiat. Pour la suite, nous avons eu les 7 samouraïs, dont vraiment, c'était pas un mois fameux, hein, c'est pas très prolifique hein, en matière de vue en tout cas. Celui-là, les gens s'en foutent, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce soit un succès monstre, mais voilà, Les 7 Samouraïs, c'est quand même un nom, un petit peu, hein, un film qui a été un précurseur d'un genre presque. Et ouais, je m'attendais à ce qu'on le reconnaisse un petit peu plus, mais les gens s'en tapent un petit peu. C'est plus pour un public de niche. Et donc oui, le public de niche qui a été un peu intéressé par cette vidéo a été légèrement déçu que je sois pas ultra dithyrambique envers ce film. Désolé, je trouve qu'il y a des faiblesses qui sont loin d'être anodines et c'est pas parce qu'il y a le nom d'Akira Kurosawa qui est censé être un dieu de je sais pas quoi et que ça va changer grand chose. C'est beaucoup trop étendu pour ce que c'est et il y a des problèmes qui me chiffonnent un petit peu. Hein, ne serait-ce que par rapport au jeu d'acteur que je trouve exagéré pour pas grand chose qui n'est pas au ton sérieux de ce qu'on met en place. Et il y a quelques personnes qui ont essayé de me dire ah mais tu sais c'est un truc typique du Japon cette approche cinématographique. Non, en tout cas pas dans les quelques films que j'en ai vus. Hein. J'ai vu Rashomon, ça allait pas à ce point dans le surjeu. J'ai vu deux ou trois films plus ou moins récents, notamment je sais pas une comédie, enfin un drame romantique avec Takeshi Kitano et pas seulement Battle Royale. Et on n'en faisait pas des caisses dedans. Ça arrive régulièrement, mais c'est pas automatique. Il y a des cas où ça s'applique mieux qu'à d'autres, hein. Même dans la Japanimation, il y a des cas où les animés en font pas des caisses. Ça dépend des situations, hein. C'est pas comme dans One Piece, hein. Tu vas pas être ouah, totalement fou à la One Piece ou Dragon Ball, quoi. C'est pas comme ça que marche tout, tout ce qui est produit japonais, hein. Il y a énormément de trucs qui savent être plus restreints. Hein, ça arrive un peu régulièrement, mais c'est pas non plus un truc automatique. Sinon, on m'a un peu repris sur l'affirmation que c'était le plus vieux film que j'ai traité en Disneyfield. C'est faux, puisque oui, les premiers Disney, Blanche-Neige, etc., sont sortis avant. C'est exact. J'ai pas trop fait ce lien dans ma tête. Je voyais surtout les films en Disneyfield HS. Et pour les films Disneyfield HS, c'est le plus vieux que j'ai traité. Voilà. Donc,
Petite addendum, petite correction. Bon, la bande à Picsou pour poursuivre. Bon, je vais pas avoir énormément de choses à rajouter à ce que j'ai déjà dit dans mon petit live de rajout sur cette série. Il y a beaucoup de choses à déballer. Je suis revenu sur toutes ces choses-là. Oui, il y a énormément de personnages très intéressants, énormément euh, de voix très intéressantes qui sont prises, l'ambiance est très bonne, j'aime beaucoup cette série. Les soucis que je pointe dans la saison 2 ou autre, dans certains épisodes, ça ne veut pas dire que ce sont des épisodes mauvais, mais disons qu'ils pourraient être mieux, et ça donne au final une très bonne série dont je comprends facilement la popularité. C'est un truc que je peux beaucoup moins défendre pour les premières séries des années 90 où j'ai le sentiment que lorsqu'on les défend, c'est un peu par pure nostalgie parce qu'on est de cette époque. Là, c'est une série dont je comprends facilement le succès. Sinon, bon, je ne peux pas m'étendre plus que ça. Si vous voulez plus de détails, en voir plus, j'ai fait tout un live là-dessus. Enfin, pour terminer, l'âge de glace. Et là aussi, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter parce que je me suis étendu sur les films L'âge des glaces lorsqu'on a fait le sondage sur les films Blue Sky. Je vous renvoie à cette vidéo-là aussi. D'ailleurs, j'ai même fait tout un encart juste consacré au film L'âge de glace. Comme ça, vous n'aurez même pas à vous faire chier à trop chercher longtemps si vous voulez juste mon avis sur cette saga-là. Il y a des gens qui veulent savoir est-ce que tu pourrais pas faire la suite. Je veux dire, je dis pas une seule seconde que ce serait inintéressant à traiter en Disney Film, toute la saga L'âge de glace, mais le truc c'est que j'ai pas envie de partir sur des tangentes sur telle ou telle chose qui pourrait être traitable par moi parce que ça peut vraiment m'inspirer, parce que j'ai envie de rester un peu fidèle au thème de cette chaîne, c'est-à-dire Disney Film. Animation Disney. C'est le truc qui me porte. C'est pour ça que j'ai voulu étendre ça avec les jeux vidéo tirés de films d'animation Disney. Ce genre de choses, c'est un petit peu important pour moi. Je veux pas être une énième chaîne lambda qui se contente de parler de n'importe quel film qui l'intéresse comme ça, sans distinction précise, parce que sinon, c'est pas intéressant. Je veux que mes vidéos principales consacrées restent sur Disney. C'est pour ça que c'est déjà un peu limite pour moi, je ne suis pas super à l'aise de voir que maintenant les Disney Film, les vidéos principales, c'est un Disney et un sur n'importe quoi d'autre, quoi. C'est limite cet équilibre-là, quoi. Je trouve ça limite. Alors que j'aurais voulu que ce soit quand même majoritairement Disney, mais le truc c'est qu'il reste plus grand-chose, hein. Une fois de plus, Disney typique en termes d'animation, il n'y a plus grand-chose à traiter pour moi qui m'intéresse vraiment. Il va y avoir quelques petits trucs sur lesquels partir pour commencer 2022, mais j'ai pas des masses de trucs prévus à l'avance là-dessus. C'est pour ça qu'il va y avoir un certain ralentissement, mais j'en parlerai en janvier de ça aussi. Donc, ouais, L'âge de glace, bon film. Je trouve que c'est une saga qui s'est perdue de film en film, mais le premier a toujours sa grande valeur. Et oui, pour certaines personnes qui n'arrêtent pas de dire je trouve que le 3 ou d'autres sont meilleurs que le 1. Personnellement, je trouve que lorsqu'on défend le 4 ou le 5, il y a un problème, mais chacun ses goûts. Mais ce que je veux vraiment appuyer, c'est que même si je préfère le 3 au 1, ça n'a pas changé. Je préfère l'âge de glace 3 à l'âge de glace 1. Le 1 a cette patte particulière de vouloir dépeindre un cadre un peu intimiste avec des personnages qui sont, qui sont dans une histoire sérieuse et qui vous prend un petit peu. Alors que on a essayé un tout petit peu de faire ça dans le second film, mais c'était pas sensationnel, et à partir du 3, c'est juste du gros délire. C'est du gros délire dans lequel on met nos personnages et on s'en fout un petit peu de développement. Soit c'est bateau, c'est cliché, soit c'est même pas le développement, c'est du gag, quoi. C'est ça le principe des suites L'âge de glace, c'est que ça a totalement perdu son identité de vouloir nous attacher à quelque chose de recherché et de vraiment émotionnel, comme l'a fait le premier film. Et j'ai beau adorer le délire du troisième, c'est un gros délire. C'est clairement pas pour son aspect émotionnel, pour la recherche de son récit ou quoi que ce soit que j'apprécie ce troisième film. C'est un peu ça, en plus, qui se ressent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pointé ça, il me semble que c'est Axel, d'Axel Cartoon à la cave, qui a pointé ça. C'est que, techniquement, si on regarde bien, il y a des petites allusions aux futurs films dans le premier film. Pas pour
signaler une seule seconde qu'il s'était prévu à l'avance. Mais ça donne vraiment l'impression que les micro-délires qu'il y avait dans le premier film, qui sont un petit peu foireux par moment quand même, les micro-délires, ça a été l'inspiration de base pour dire tiens, et si on faisait un film centré sur seulement ce délire-là, ou majoritairement ce délire-là. Donc voilà, vaisseau extraterrestre, les espèces de créatures marines, tout ça, tout ça. Et chaque fois, on va étendre le délire. C'est ça le truc. Et ça va un petit peu de connivence avec le sujet principal que je veux mettre en place. Parce que je veux parler de deux choses en particulier en termes de sujets globaux. Et pour commencer, je voudrais vous parler du principe de plus petit dénominateur commun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la chose, hein, qui ont vraiment du mal avec les maths, on parle de plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire le plus grand truc qui divise deux nombres entiers, pour rechercher ce qu'il y a de plus grand en commun entre les deux nombres. La notion de plus petit dénominateur commun, c'est stupide, c'est n'importe quoi, parce que c'est toujours 1 en fait, hein. C'est simple, c'est évident, c'est 1, le neutre de la multiplication, il y aura toujours ça dans n'importe quel nombre entier que vous voudrez, quoi. C'est ça le PCD, si j'ose dire. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour vous faire un cours de maths, c'est juste pour vous dire que c'est un terme qu'on emploie surtout aux USA et que je vous retranscris en français, un plus petit dénominateur commun, pour parler un petit peu de comment on essaye d'attirer le public avec certains films faits à la va-vite, sachant que c'est pas seulement des films, hein, n'importe quelle œuvre peut faire ça, on peut parler des séries aussi, sur le principe de reprendre les ingrédients qui marchent. On sait que certaines choses plaisent dans un film, on sait qu'un film a fait le buzz, a fait parler de lui, une œuvre, hein, pas forcément un film, et on va essayer de repomper l'essence de la chose, mais dans l'aspect superficiel qui transparaît de suite, de base. Et c'est ce qui se fait depuis des lustres, hein, ça ne se fait pas que depuis récemment avec les exemples dont je vais parler, mais depuis des lustres, on essaye de cibler dans les grands succès ce qui a marché. Je pourrais parler par exemple de Die Hard, premier du nom. Die Hard, c'est un film qui a changé un petit peu la façon dont on percevait les films d'action. Et on s'est dit, c'est cool cette formule si on la reprenait. Le truc, c'est que la plupart des créateurs de films qui ont repris cette formule-là n'ont pas compris l'essence même qui a fait que ça a marché. C'est-à-dire la profondeur relative, la profondeur de la personnalité des personnages, de comment le scénario est amené. On s'est juste dit, ah c'est cool le concept, on va le reprendre à différentes sauces en oubliant totalement les enjeux derrière et la recherche derrière les détails du film de base qui a fait qu'il a autant marché. Et on a eu des tonnes de clones, certains qui se regardent, d'autres pas trop. Même les suites, hein, j'apprécie d'ailleurs 2 et 3, mais c'est clairement une version inférieure au premier film, facilement. Ça a essayé de reprendre la même sauce pour voir si ça pouvait agripper encore le spectateur. Ça marchait bien avec les films 2 et 3. Le 4 limite, le 5 je l'ai pas vu, apparemment il est nul à chier. C'est ça le principe. On voit une formule d'action qui marche, on essaye de reprendre les bons ingrédients pour agripper le spectateur et ça marche. C'est un petit peu, malheureusement, ce que j'ai à déplorer avec ce principe de plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire que plutôt que de rechercher la chose la plus difficile qui a marché, c'est-à-dire le plus grand dénominateur commun, l'élément le plus complexe qu'on peut voir en commun, quelque chose qui pourrait être utilisé, on se contente de prendre la chose la plus évidente, la plus simple, le 1. Voilà, pourquoi s'emmerder à diviser par quelque chose d'autre que 1 si ça marche, de toute façon on s'en fout. Et on va reprendre l'élément le plus simple à reproduire et essayer de voir si ça colle. On essaye de plus en plus de faire des hits, de faire des films qui attireront les gens. Ça se fait depuis des lustres, ça. Mais avant, lorsqu'on utilisait cette formule-là, c'était pas vraiment le grand cinéma qui faisait ça, en tout cas pas souvent. C'était surtout du studio à plus petit budget, des direct to DVD, direct to vidéo plutôt, ce genre de choses. Ça essayait pas de faire ça à grande échelle.
Mais depuis une vingtaine d'années, ça a grandement changé. Depuis une vingtaine d'années, on voit les formules qui marchent et on essaye de recopier ce qui marche le plus et surtout ce qui est le plus facile à recopier. Et une des raisons pour lesquelles je hais à ce point Moi Moche et Méchant 2, je rappelle une fois de plus, c'est que ça repose totalement sur ça. Moi Moche et Méchant, hein, c'est un film dont le succès m'a toujours surpris, honnêtement, hein, même s'il n'a pas été sensationnel, mais lorsqu'on parlait de Moi Moche et Méchant à l'époque où c'est sorti, lorsque j'entendais des gens dire qu'ils ont apprécié Moi Moche et Méchant 1, je comprenais d'où ça venait. Je comprenais que les ingrédients qui existaient, ça pouvait être acceptable et que ça pouvait toucher un petit peu en tant que film. Et plutôt que de reprendre ces éléments-là, des éléments un peu recherchés, un tout petit peu profonds de Moi Moche et Méchant premier du nom, on s'est dit, qu'est-ce qui a marché? De quoi les gens parlent et qui est le plus simple à reproduire? Les gags, les grosses conneries, les mignons évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour Moi Moche et Méchant 2? On a repris le plus petit dénominateur commun. Les gags faciles, qu'on peut foutre n'importe comment, des grosses conneries et intrigues, on y pense en second plan, totalement. Les développements de personnages, leurs liens, tout ça, on s'en bat les couilles. On est là pour faire marrer les gens avec nos gags à la con. Et ça a marché. Le public a adoré et en a redemandé. On a refait ça pour Moi Moche et Méchant 3, le film Les Mignons. Il y a un Les Mignons 2 prévu à un moment donné, un Moi Moche et Méchant 4, ce me semble. Parti pour être sur la même voie de merde et populaire qui marche bien auprès des gens, les refaire marrer avec des conneries. Ça marche, c'est facile à faire. On peut vous en pondre à l'appel des trucs comme ça sans s'emmerder à faire quelque chose de très poussé en termes d'écriture. C'est génial, poule aux œufs d'or, hein. On vous sert la même merde que vous adorez tout le temps, c'est super. Et c'est assez gavant de se rendre compte de ça. Cette approche qui vous fait voir avec cynisme la mentalité des gens et qui vous fait totalement réaliser que le cinéma, ça a beau être un art, c'est quand même une entreprise. Une entreprise qui doit cibler les besoins faciles, et plus ces besoins sont faciles à prodiguer et rapportent, évidemment que c'est ça qu'on va mettre en exergue, c'est sur ça qu'on va se centrer le plus. Les films Disney, La Reine des Neiges, etc., ça connaît un succès, et vous pouvez décrire autant que vous voulez la chose, mais vous pouvez pas non plus dire que dans la forme, il n'y a pas un effort de fait. Dans la base de la forme, les chansons, la mise en place, tout ça, c'est compliqué à reprendre. C'est compliqué de faire une comédie musicale qui puisse être accrocheuse comme La Reine des Neiges 2. Par contre, Moi Moche et Méchant 2, une tonne de gags à la con facile, des personnages guignols pour aérober le tout, et n'importe qui peut te pondre ça. Avec une animation un tant soit peu acceptable, tu peux arriver à faire ça, et peut-être sur un coup de chance, tu peux avoir du succès et y rapporter avec. Donc c'est ce que tu vas faire. Parce que c'est compliqué de réfléchir en détail à un scénario, d'essayer de mettre en place un univers, une intrigue, et même des personnages, un fond tout simplement, qui est recherché. C'est compliqué. Donc tu pars sur la facilité parce que tu veux toucher. Et ouais, c'est ça qui me fait particulièrement détester la franchise Moi Moche et Méchant pour tout ce qu'elle a représenté. Le plus petit dénominateur commun et qu'ils ont mis en place. Et qui sait, peut-être avec le succès de Squid Game, on arrivera à mettre en place une nouvelle tendance qui sera un peu plus recherchée que ça et qui supplantera peut-être ça. Je sais pas, que Squid Game, tout le monde n'arrête pas d'en parler, c'est la nouvelle grande tendance. Peut-être que ça servira de base, peut-être que le plus petit dénominateur commun qu'on trouvera là-dedans sera un petit peu plus louable que celui qui a eu du succès. Mais c'est juste pour dire que ce principe-là montre totalement le cynisme des studios et le fait qu'au bout du compte, faire de l'art, c'est secondaire.
face à faire des dollars. Facile celle-là, mais bon, il fallait que je la fasse. C'est un peu là-dedans que rentre la franchise L'Âge de glace. C'est-à-dire que le premier film, en dépit d'avoir un fond intéressant dans son récit central, c'est quand même un film qui reposait sur quelques délires un peu gras. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais moi j'adore la scène avec les dodos, tant mieux pour toi », ça reste du gros délire bien gras, pas réfléchi, hein, je suis désolé. Hein. Le truc avec les créateurs de cette franchise, c'est de se dire « Ok, ça a du succès, et si on reprenait les éléments simples, donc les gros délires ?» Et c'est exactement ce qui s'est fait. Et plus on a progressé de film en film, plus on s'est dit on part de plus en plus dans les délires. Parce que c'est raconter une histoire prenante, profonde, qui nous touche émotionnellement, c'est de plus en plus secondaire. Et ouais, quoi, le troisième film, il n'y avait pas ça. Heureusement que le délire était particulièrement amusant pour rattraper le coup, mais c'était clairement pas ça. Le deuxième film, ça commençait déjà à se fondre un petit peu, c'était une transition en fait. Il y avait une tentative d'histoire intéressante racontée, mais ça n'a pas été très réussi, pour moi, hein, en tout cas. Hein, tant mieux si elle a été réussie pour vous, mais pour moi c'était un peu... C'était moyen. Mais à partir du troisième film, on s'en fout royalement de l'histoire. Si on fait progresser aux trois trucs, mais l'histoire, on s'en branle, le développement des personnages, c'est juste une délire et une aventure. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça a connu son succès, hein. Chaque film, même le cinquième, ont eu suffisamment d'argent au box-office et ils ont été facilement rentables. C'est un calcul, tout simplement. C'est un calcul, ce PPCM. Qui me gonfle pas mal dans l'industrie du cinéma récemment, dans l'industrie artistique, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est un frein à la créativité, sérieusement. Et ça renvoie, majoritairement, je pense que c'est ça qui m'exaspère le plus, ça renvoie une énorme vacuité de la part du grand public, qui ne cherche pas tant que ça la profondeur, ça cherche juste des trucs simples pour passer le temps. Et si c'est efficace et percutant, même si c'est pas recherché du tout, on prend. Voilà. Donc, ouais, c'est le truc que je voulais pointer. Je trouve que L'Âge de glace, c'est un exemple parmi d'autres qui appuie ça, quoi. On cherche de moins en moins à reprendre le complexe de départ et à se reposer sur les trucs simples à reprendre. Et ouais, c'est le premier gros morceau. Le second gros morceau, alors là, ça va être un petit peu délicat. Puisqu'on va parler de quelque chose qui me touche un petit peu, le hentai. Et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on n'est pas là pour parler de cul. Alors, on va parler un petit peu de cul. Hein, pour en fait la dernière partie, c'est pour fêter la dernière mise au point de 2021. Mais bon, j'aimerais vous raconter un petit peu pourquoi j'en suis venu à ça. Hein. C'est pas tout d'un coup j'ai envie de parler de hentai, non. C'est parce que j'ai vu récemment une vidéo sortie il y a quelques jours d'un mec qui est spécialisé dans l'animation. Je suis pas ces vidéos, il me semble qu'il s'appelle Aniki. Voilà, qui parlait de je sais plus, les clichés de filles dans la Japanimation. Bref. Je pourrais m'étendre un petit peu sur cette vidéo, des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, que je trouve un peu grossier, c'est pas le souci. Le fait est que dans cette vidéo, il a à un moment donné parlé du phénomène loli et s'est adressé aux personnes pouvant avoir ce genre de déviance qu'il faudrait qu'ils brûlent leur disque dur et qu'ils sortent connaître de vrais gens. Je paraphrase un peu, mais c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. C'est pas la première fois que j'entends des gens poser leur jugement rapide et facile sur ceux qui ont quelques déviances en matière de hentai, de trucs qui les excitent, en leur disant ce serait bien quand même d'oublier ça et de fréquenter de vrais gens, de rester dans la réalité. Comme si ces personnes-là n'étaient pas fichues de faire le distinguo, d'avoir cette petite déviance de leur côté et d'arriver à avoir une vie normale à côté. C'est impossible apparemment. Et ouais, je trouve ça un petit peu insultant pour quelqu'un qui
pas mal de déviance niveau hentai. Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Il existe des tas de genres pour toutes les déviances qui vous intéressent, donc loli, futanari, vor, yif, parce que apparemment les furies aiment pas qu'on dise furie pour le hentai qui se concerne ça, etc. Je vais pas vous faire une liste complète. Si ça vous parle pas, tant mieux. Passez votre chemin, c'est pas pour vous. Hein. Restez chaste et pur, hein, c'est une bonne chose. Hein. Je veux pas du tout pouvoir prendre de haut ou quoi que ce soit. Le fait est que je me suis intéressé à pas mal de choses. J'accroche à une partie importante, je vais pas vous dire lesquelles. Pas tous, mais une bonne partie des déviances hentai qu'on peut trouver. J'arrive à être excité par certaines. Hein. Je suis un pervers à ce niveau-là, je suis seul, j'aime de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, c'est pas déplaisant à faire de temps en temps. Voilà. Et quand j'entends, à propos de n'importe laquelle de ces trucs-là, même avec celle dont je fais pas partie, venir dire ah faut quand même que vous sortiez de ça et que vous fréquentiez des vrais gens, tout ça, je trouve ça d'un pédant. Vraiment, mec, mêle-toi de tes oignons, fais pas comme si tu nous connaissais. Parce que et bon, là, je vais me mouiller un petit peu. Et vraiment, c'est pour m'adresser surtout à ceux comme moi qui ont certains goûts pour le hentai particulier, futanari, etc. etc. C'est normal de se sentir un petit peu coupable et d'avoir honte de ça, parce qu'il n'y a pas du tout de quoi être fier. Ah, pas une seule seconde. Hein. Je dis ça, mais je n'éprouve aucune fierté en vous disant que j'ai ce genre d'attirance du moment. Vraiment. Il n'y a pas de quoi être fier de ça, mais si c'est tout ce que vous faites, si tout ce que vous faites, c'est vous exciter l'espace d'un moment sur des images dessinées qui n'incluent donc rien de répréhensible réellement en termes d'actes, quoi, tu dessines ce que tu veux, si c'est tout ce que vous faites et que vous n'allez pas plus loin dans la réalité, je veux dire par rapport à l'exemple Bioli, c'est clair et net que si vous allez plus loin et que vous faites partie de... Il existe un groupe, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle, de gens qui se disent ouais, moi je suis attiré par les filles de 7-8 ans, non mon truc c'est plus les filles de 11-12 ans. Hein. Faut arrêter de faire ça. Vraiment. Mais si c'est juste des images, et qu'après, par une seule seconde, vous n'envisagez ça dans la réalité de votre côté, c'est pas grave. Voilà, c'est une déviance dont vous avez honte, c'est normal d'avoir honte de ça. Hein. Y a un terme qui me fait assez marrer, je ne sais plus exactement c'est en anglais, hein, parce que c'est surtout sur des sites en anglais que je vais voir du hentai. Il y a un terme qui s'appelle, je ne sais plus, c'est le contre-coup post-éjac, si je devais le traduire. C'est une espèce de moment où, après avoir passé quelques temps, 30-40 secondes sur l'image et avoir perdu quelques grammes juste après, tu te rends compte que, ah oui, c'est sur ça que je me suis excité, ouais. C'est un petit peu ça qu'on considère comme ça. Si vous avez un petit peu cette sensation de contre-coup, c'est normal. Et au contraire, ça prouve que vous avez du recul par rapport à ce qui vous excite l'espace d'un moment dans votre cerveau. Parce qu'au bout du compte, cette expérience pas très fier qu'on a vécu, c'est un petit peu dans la même veine des gens qui regardent du porno normal, mais avec des situations un petit peu discutables, du genre, je sais pas, une situation où un mec force une fille, au début elle est contre, mais après elle est pour. Il y a énormément de situations comme ça, où un mec est vraiment dominant envers une fille, et elle accepte ça. C'est ce genre de truc qui peut renvoyer une vision de la femme très réductrice, un peu dégradante. Et la plupart des gens qui se masturbent sur ce genre de porno-là, ils ont conscience que c'est une vision un peu fantasmée de la chose, et que dans la réalité, c'est pas bien de faire ça. La plupart, hein, une fois de plus, il y a des désaxés qui vont se dire ah, c'est comme ça la vraie vie, mais ces gens-là déjà, il faut qu'ils attendent un petit peu avant de voir ça, c'est pas quelque chose à commencer très tôt, parce que c'est pas impossible que ça les ait désaxés parce qu'ils ont commencé ça très tôt, mais surtout oui, ce sont des tarés, et ça représente pas toute la commune, et c'est un petit peu pareil avec ça, quoi, il y a des tonnes de gens sur
des sites en tout genre de hentai un peu particuliers, enfin pas forcément particuliers, hein, un peu généraux, où j'ai vu des discussions mais plutôt recherchées, où on faisait de la blague qui était pas de mauvais goût au passage, autour de ce qu'on a vu, en ayant conscience que c'est vraiment des situations extraordinaires et qu'on peut en rire de cette honte du moment, qu'on se dire ok, c'est pas extra ce qu'on a vu, mais on peut être un peu spirituel et ne pas être totalement hypnotisé stupidement par ce genre de choses. Je pourrais citer d'autres exemples qui feront peut-être chier certains, mais voilà, les gens qui jouent à des jeux comme GTA ou Call of Duty, de base, il y a énormément de gens qui vont dire «Ah, mais ça incite les jeunes à la violence!» Sauf qu'il y a énormément de gens qui y jouent et qui voient plutôt là-dedans une espèce de moment cathartique. Tiens, je peux me défouler l'espace d'un moment, mais dans la vraie vie, ils feront jamais ça. Dans la vraie vie, il n'y a pas beaucoup de joueurs de GTA qui se disent «Ah, ce serait trop cool si je pouvais faire ça en vrai!» Je pense pas. C'est un peu pareil, en un peu plus exacerbé, plus poussé et plus discutable, dira-t-on, avec les amateurs de hentai de ce genre-là. Mais je pense que c'est pareil. Ils voient dans une bonne partie, en tout cas je pense, hein, parce que je me mets dans l'eau quand même, hein, nous sommes bien d'accord. J'en ai un petit peu marre, vous m'excuserez. Cette caméra a décidé de faire du flou toutes les 30 secondes. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'était pas aussi chiant qu'avant. Donc j'essaye de bouger ma tête de façon à ce que ça défocalise et que ça revienne. Je suis désolé pour la qualité merdique de l'image, ça m'énerve de voir ça. Mais punaise, je suis dans le truc et j'espère que vous saisirez le plus important de ce que je dis plutôt que ma tête floutée. Vous voyez. Et puis ça tombe bien, ça c'est dans le thème. Donc, bref, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, les gens qui regardent ça ont conscience que c'est une vision exagérée, fantasmée, excessive de la réalité qui n'a absolument aucune raison d'être dans la vie véritable. Ils savent, pour la plupart, évidemment, il y a toujours une partie des... ils savent pour la plupart se détacher de ça. Et ce que je veux renvoyer aux gens qui ont peur d'être mal vus, qui ont honte de ça, dans un sens, oui, vous avez raison d'avoir un peu honte de ça, il n'y a pas d'une seule seconde de quoi être fier. Vraiment, hein. Je ne suis pas fier une seule seconde d'une bonne partie de trucs sur lesquels je me masturbe. Hein. Vraiment. Hein. Mais clairement, et je dis vraiment pas ça pour que vous partagiez vos trucs, c'est pour ça que je dis rien de spécifique. Déjà que j'ai un peu peur d'être mal vu dans ce que je dis. Si je précisais quelques spécificités, je vous jure, ça risquerait de mal me faire voir par certains. Ce que je veux surtout vous transmettre, c'est que oui, c'est normal d'avoir un peu honte, mais il faut vraiment vous dire que c'est pas grave. Que c'est pas grave. Si vous arrivez à faire la distinction entre ça et la réalité, vous pouvez être quelqu'un de parfaitement équilibré et voir du monde, avoir une vie parfaitement normale et sans problème, sans être un désaxé. Hein. Et les gens qui viendront vous voir de haut en disant ah, il faut arrêter de faire ça, il faut voir des vrais gens, faut consulter tout ça, ce sont des mecs qui vous prennent de haut parce que, bon, ils ont un peu raison de ne pas avoir ces déviances-là, mais le fait d'être dans la raison ne vous donne pas le droit de juger comme si vous étiez tout puissant là-dessus. C'est ce genre de message qui m'irrite. Ok, je vais clairement pas être fier de certaines déviations, certaines déviances quand je regarde du hentai que j'ai, mais j'ai pas besoin que des gens viennent me dire que je suis un désaxé social et qu'il faut que j'arrête ça. Je sais pertinemment que c'est pas bien ce que je fais et je peux parfaitement vivre avec. Je peux parfaitement mettre ça d'un côté et avoir une vie totalement épanoui et parfaitement équilibré de l'autre. Hein. Ça peut se faire, je vous jure. Tout comme il y a des gens qui jouent à des tonnes de jeux violents type GTA et qui arrivent à avoir une vie totalement normale et équilibrée, où ils sont polis, tout ça à côté. Des tonnes de gens qui voient, qui aiment regarder du porno un peu violent et qui sont des gens parfaitement doux dans la réalité. Pour ce genre de choses, la plupart d'entre nous savons faire la distinction. Je vous assure, je vous assure. C'est pas la peine de venir nous faire la morale. Vraiment pas. Parce que si ça vous fait juste passer pour des connards pédants. Hein, je vous jure, sincèrement. Donc,
je tenais à le dire. Je tenais surtout à envoyer ce message envers les gens qui auraient un peu de mal avec ce genre de choses. Le truc, c'est pas assumer totalement la chose, évidemment. C'est juste de vous dire, vous pouvez garder ça dans un coin, avoir cette petite honte du moment et avoir votre vie à côté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous pouvez parfaitement vivre avec. Et ne pas être un problème pour la société d'une quelconque façon, je vous jure. Vraiment. Voilà, c'est ça un petit peu le message que je voulais faire. Suite à cette vidéo que j'ai vue, parce que c'est pas la première fois que je vois ce genre de message, et ça a toujours tendance à mériter un petit peu. Voilà, je ne suis pas fier du tout de certains types de hentai que je regarde. J'arrive quand même à vivre avec sans vouloir me tirer une balle ou me faire soigner parce que j'arrive à être normal à côté. Et à me rendre compte quand même que si ça m'attire là-dedans, c'est parce que c'est une exagération, c'est quelque chose de totalement fictif qui n'arrive pas réellement. Ça joue aussi un rôle très important. Donc, voilà. J'hésite encore un petit peu à partager ce morceau-là parce que je sais que ça risque de me faire mal voir de certains, mais c'est une partie de moi, hein. C'est une partie de moi. Une partie de moi que je vais pas vous dévoiler de façon grossière et abusive tout le temps parce que c'est pas non plus un truc que j'ai envie d'étaler comme ça, et sans mauvais jeu de mots. C'est. Mais vu que ça m'a un petit peu lancé cette remarque que j'ai entendue, et pas pour la première fois, c'était pas non plus anodin de faire ça. Ça me paraissait un tout petit peu important d'en parler. En espérant que ça vous a pas trop refroidi, ceux qui ne sont pas dans ce genre de déviance. Hein, je sais qu'on peut vous paraître super bizarre et comprenez bien qu'on le comprend nous-mêmes. Hein, mais c'est pas une raison pour nous voir trop de haut. Enfin, pas trop, quoi, s'il vous plaît. Un petit peu, c'est normal, mais pas trop. Hein, c'est tout ce que je veux dire. Bon, merci d'avoir suivi. Alors, j'espère que mes proches n'ont pas vu cette vidéo. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye.